Bien, alors bonjour à toutes et à tous pour ce cours un peu particulier qui durera juste 1 heure. Sur la question de l'organisation, je vous annonce tout de suite, mais vous allez recevoir un mail de la scolarité et ça va être indiqué sur le site. On va faire, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante, 2 séances de 2 heures parce que en raison d'une mission à l'étranger, je vais être absent donc plus tard au mois d'octobre et donc je remplace par anticipation, si vous voulez, certains cours. La dernière fois, à l'occasion du premier cours, on a discuté du contenu même du cours et de la différence entre, de la problématique de la signification en relation avec les théories linguistiques. On a vu que ces questions du sens et de la signification pouvaient toucher toutes sortes de disciplines, et donc pas seulement la linguistique, c'est-à-dire que pour moi, la question du sens et de la signification dans les langues, ça n'est pas juste un problème technique de sémantique ou de pragmatique. C'est aussi un problème plus général qui engage les relations entre linguistique et sémiologie ou sémiotique, entre linguistique et philosophie du langage, entre linguistique et études littéraires, etc., etc. Donc, dans une perspective de linguistique théorique, dont je vous avais rappelé qu'elle correspond à une perspective particulière dans des relations avec la linguistique appliquée et la linguistique descriptive, mais qu'on peut concevoir cette notion de linguistique théorique comme un point de vue un peu fédérateur sur le langage, un point de vue, si vous voulez, de recul théorique qui prend en charge toutes sortes de points de vue sur le langage, et que donc c'est dans cette perspective-là qu'on va étudier les questions du sens et de la signification, ce qui, d'une manière plus simplifiée que dans le diagramme précédent, va nous engager à parler non seulement de la sémantique à différents niveaux, du mot, de la phrase, du texte, etc., mais aussi en relation avec la psychologie, par exemple quand on prend en considération la dimension cognitive du sens, avec la philosophie, quand on prend par exemple la dimension logique, et puis avec éventuellement la sémiotique pour la dimension systémique, les études littéraires, etc. Donc on va aborder sens et signification en traitant pas seulement des questions techniques de sémantique, mais aussi des questions un petit peu plus générales, comme de toute façon c'est un cours un peu d'introduction accessible à toutes sortes d'étudiants qui ne viennent pas forcément d'ailleurs des sciences du langage, mais parfois des lettres modernes, parfois de la philosophie, etc. C'est pour cette raison que ce cours est orienté de cette façon. Alors, je vous avais expliqué aussi la semaine dernière qu'une des façons d'appréhender la question du sens, c'est de l'appréhender à partir de la question de la compréhension. Au lieu de se poser la question un petit peu théorique et générale, c'est quoi le sens, et je vais essayer de trouver une définition du sens, etc. On va dire que le sens, c'est cette chose que l'on comprend, ou bien cette chose que l'on ne comprend pas, quand on ne comprend pas. Et cela présente l'avantage de pouvoir, examiner la question du sens de manière plus concrète, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va bien pouvoir tester la compréhension ou la non-compréhension de fragments linguistiques, de mots, de phrases, de textes, etc. On peut le tester, c'est plus concret que la notion théorique de sens. Et puis, par ailleurs, cette idée de compréhension est suffisamment large pour pouvoir inclure toutes sortes d'aspects du sens ou de la signification. Et ce que je vous avais expliqué, qui va être en fait le fil directeur d'une bonne partie du cours, c'est que c'est la non-compréhension qui nous guide. C'est-à-dire, parce que la plupart du temps, quand on comprend pas, on ne s'en rend même pas. Quand on comprend, pardon, on ne s'en rend même pas compte. Le processus de compréhension, parfois, il est tellement automatisé qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de comprendre quelque chose. Du coup, ce n'est pas vraiment de la compréhension. Quand vous comprenez votre langue, des mots dits ou des phrases simples, basiques, dites dans votre langue maternelle, vous ne vivez pas cette expérience comme une expérience dans laquelle « Ah tiens, j'ai compris ce qu'un tel m'a dit », juste parce qu'il vous a dit « Ah tiens, il paraît qu'il va pleuvoir demain ». Quand vous entendez ça, en français, à supposer que vous soyez francophone natif, vous ne vivez pas cette expérience comme une expérience de compréhension, mais juste comme une espèce de saisie immédiate du sens, de décodage d'une information orale, etc. La compréhension, en tant que telle, vous la vivez quand
à un moment donné, vous n'avez pas compris, et qu'ensuite vous avez compris. Quand on passe de la non-compréhension à la compréhension, là on est dans un véritable processus de compréhension. C'est pour ça que la non-compréhension est intéressante, parce que c'est là où on va voir quels sont les moyens de surmonter cette non-compréhension et quels sont les moyens d'accéder à la compréhension. Et par conséquent, d'accéder à ce qui constitue la spécificité du sens de l'unité considérée. Alors, pour essayer de vous donner une idée plus large que l'idée intuitive de « je ne comprends pas », bon, si on demande aux gens la plupart du temps « je ne comprends pas », ça va être juste « je ne comprends pas, un texte il est trop compliqué, je ne comprends pas », ou alors c'est une langue étrangère, je ne comprends pas. Mais en fait, il y a une gamme beaucoup plus grande de situations dans lesquelles on ne comprend pas, et je vous l'ai introduite à partir d'une analogie avec « je ne vois pas ». Donc, on avait vu toutes ces situations avec donc, des parallèles linguistiques, où, par exemple, on ne comprend pas parce qu'il n'y a rien à comprendre, avec des phrases qui n'ont pas de sens. Mais alors, tout de suite, dès ce premier exemple, on se rend compte qu'il y a quand même des divergences très grandes, parce que en réalité, il y a une sorte de pulsion vers la signification qui fait que même des choses apparemment incompréhensibles, on peut toujours essayer de comprendre quelque chose. Et il y avait des cas, comme on avait vu les glossolalies d'Artaud, ou des textes dadaïstes de Zara, où le sens, évidemment, les textes ont l'air d'être du non-sens, mais on comprend quand même quelque chose, ne serait-ce que dans le geste de production, etc. Bon, et puis je ne reviens pas dans le détail, on avait vu les cas où on ne comprend pas tout bêtement parce qu'il y a des circonstances externes ou des circonstances internes, parce qu'il y a une certaine attitude visuelle à adopter, ça c'est le cas des malentendus ou la question de l'implicite. La question de l'implicite va nous conduire de toute façon à un moment donné à réfléchir à la complémentarité entre le matériau purement verbal et puis les inférences qui sont faites par les locuteurs et qui sont des inférences générales et qui ne sont pas strictement langagières. Quand on vous dit quelque chose, la plupart du temps, les mots qui sont utilisés, il faut les comprendre, etc. Mais pour comprendre ce qu'on veut vous dire, la plupart du temps, il faut déduire un certain nombre de choses qui se font plus ou moins automatiquement. Par exemple, pour vous donner un exemple, une petite expérience qui a été faite par, je crois, un élève de Sperber, vous demandez à des gens l'heure dans la rue. Et en fait, selon la façon dont vous allez le demander, c'est-à-dire selon la raison pour laquelle vous allez demander l'heure, eh bien, automatiquement, la réponse des personnes va être différente. Par exemple, si vous dites, vous arrêtez quelqu'un dans la rue et vous dites « S'il vous plaît, quelle heure il est ?» Alors la personne va vous dire « Il est 2h15, 2h30, 2h20, etc. » Par contre, si vous demandez à la personne « J'ai un train à 15h23, est-ce que vous pouvez me dire quelle heure il est là ?» La personne, automatiquement, va dire « Ah ben là, il est 15h12. » Vous voyez ? Elle va donner une heure extrêmement précise. Et ça, ce n'est pas dit dans la question, ce n'est pas plus dit dans la première question que dans la précédente. C'est une sorte de déduction qui est faite par l'auditeur. Il dit, s'il est dans une situation de prendre un train, il a besoin d'une information précise sur l'horaire. Donc, je lui donne une information précise. Donc, toute cette déduction qui est faite et qui n'est pas présente dans la question, c'est-à-dire la personne n'a pas besoin de dire « Est-ce que vous pourriez me donner l'heure vraiment exacte, s'il vous plaît ?» Il suffit que la personne dise « Je suis dans une situation où j'ai besoin de prendre un train », et automatiquement, enfin pas automatiquement, mais il y a une sorte d'inférence, donc de déduction qui est faite par la personne qui est le récepteur du message, qui va déduire que la personne veut l'information précise. Donc là, il y a toutes sortes de paramètres qui vont, disons, nous conduire à parler un peu de ce qu'on appelle la pragmatique. Bon, ensuite, il y a tout ce qui concerne les ambiguïtés, et on avait vu les déficits d'expérience ou les questions d'horizon culturel. J'avais pris l'exemple de l'impressionnisme mal compris, etc. Alors, maintenant, une fois qu'on a élargi un petit peu cette notion intuitive de non-compréhension, le but, tout au moins dans première partie du cours, ça va être de passer en revue les différents niveaux d'analyse, les mots lexicaux, grammaticaux, les phrases, les discours, etc., pour voir comment ça marche la non-compréhension dans chacun de ces cas.
Alors, j'avais aussi, donc, comme deuxième partie de cette introduction, commencé à introduire, mais tout juste, hein, ce qu'on appelle les théories référentielles de la signification, parce que ça fait partie, si vous voulez, des points de départ obligés de la réflexion sur le sens. Et j'avais commencé à vous parler de Frege et donc de la différence entre sens et dénotation chez Frege. Entre donc dénotation ou référence, c'est la traduction admise de Bedeutung. Alors, on en parlera peut-être un tout petit peu, mais très très rapidement. Certains auteurs font une différence entre référence et dénotation, mais nous, on peut considérer que référence et dénotation, c'est la même chose. Et par contre, tout ça, ça s'oppose à la notion de sens. Hein. Et je vous avais dit simplement, c'est quelque chose de très très simple. Hein. La dénotation, c'est l'objet du monde, ou éventuellement une catégorie, désignée par une expression. Si je dis cette chaise, la dénotation ou la référence de l'expression cette chaise, c'est cette chaise-là. Alors, je pourrais très bien désigner le même objet du monde par une autre expression. Hein. Par exemple, si ça c'était ma chaise, je pourrais dire ma chaise, et ça référerait exactement au même objet. Ou si je dis la chaise bleue qui est dans le coin en bas de l'amphi, ça ne change pas du tout la dénotation, mais ça va changer le sens. Hein. L'objet auquel l'expression réfère est le même. Alors, je vous avais dit, mais ça on ne va pas tellement le développer parce qu'on ne va pas forcément, de toute façon on ne va pas, que dans le cas d'une phrase, hein, parce que là je parlais de la dénotation des mots, mais dans le cas d'une phrase, la notion de dénotation c'est le vrai ou le faux, hein, chez Frege, c'est-à-dire c'est la valeur de vérité, hein, donc une phrase elle n'a pas de dénotation si elle n'a pas de valeur de vérité, si elle ne peut pas être ni vraie ni fausse, si elle peut être ni vraie ni fausse. Alors, si on veut entrer maintenant un peu plus dans les détails techniques de cette différence conceptuelle, hein. On peut dire la chose suivante. D'abord, pour illustrer la notion de dénotation, tout le monde connaît ce personnage, Spider-Man et Peter Parker ont la même dénotation, c'est-à-dire que la personne qu'on nomme Spider-Man, qui est le super-héros, c'est ce personnage de Peter Parker qui est déguisé de cette façon. Bon. Donc, ce sont deux expressions différentes, Spider-Man, Peter Parker, hein, on est bien d'accord, mais toutes les deux visent la même personne. Donc, on a deux sens différents, puisque ce ne sont pas les mêmes expressions, donc elles ont des sens différents, mais elles renvoient à la même chose. La discussion, là, c'est d'essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, des sens différents. On comprend, c'est très facile de comprendre, ça a la même dénotation, ça renvoie à la même personne, ça c'est clair, c'est très facile à comprendre. Par contre, qu'est-ce que ça implique vraiment de dire que ces deux expressions n'ont pas le même sens? Alors, il faut clarifier un petit peu ce que ça veut dire avoir le même sens, ne pas avoir le même sens. Si je dis, par exemple, donc il y a un personnage, Liz Allen, qui parmi d'autres personnages féminins de la série est une amie de Peter Parker. Si Liz Allen, si j'admets qu'il est vrai que Liz Allen est l'amie de Peter Parker, bon ben, du moment que les deux expressions renvoient à la même personne, je pourrais dire Liz Allen est l'amie de Spider-Man. Donc je peux remplacer Spider-Man ici, Peter Parker ici par Spider-Man. C'est ce qu'on appelle techniquement une substitution salva veritate, et c'est comme ça qu'on prouve que deux expressions ont la même dénotation. Si j'ai une phrase vraie avec une certaine expression et que je remplace cette expression par une autre qui a la même dénotation, la phrase reste vraie. En revanche, si la phrase est fausse, je remplace par une autre expression qui a la même dénotation, la phrase va rester fausse. Donc, si cette première phrase est vraie, la deuxième est vraie aussi. Alors, par contre, des phrases équivalentes du point de vue de la dénotation
C'est-à-dire là, ce qu'on a vu, ce sont des phrases équivalentes du point de vue de la dénotation. Hein. Ça renvoie à la même personne, etc. C'est substitution salva veritate. C'est équivalent du point de vue de la dénotation, mais ce n'est pas équivalent du point de vue du sens. Pourquoi? Ben, parce que, bon, quand vous remplacez quelque chose par son équivalent dénotatif, hein, il y a des cas où, je veux dire, ça n'est pas du tout informatif. Par exemple, Peter Parker, si vous dites Peter Parker et Peter Parker, Spider-Man et Spider-Man, bon, bah, vous avez bien deux fois la même expression, mais qui renvoie à la même dénotation. Donc c'est vrai, mais c'est vrai d'une manière totalement triviale. C'est ce qu'on appelle une tautologie. Hein, en logique, tout au moins. En logique, les deux phrases sont totalement tautologiques, c'est-à-dire elles sont toujours vraies. D'accord? Si je dis A est A, ou X est X, c'est toujours vrai. Bon, alors, en linguistique, ce n'est pas le cas. Hein, c'est-à-dire ce n'est pas forcément tautologique de dire X est X. Par exemple, vous connaissez peut-être le film de Godard qui s'appelle « Une femme est une femme ». Bon, bah, évidemment que ce n'est pas juste, c'est pas tautologique. C'est une expression qui vise à qu'est-ce que ça veut dire une femme est une femme, pour simplifier très très grossièrement, hein, mais je vous conseille de voir le film si vous ne l'avez pas vu, et sans doute vous ne l'avez pas vu parce que générationnellement il y a des chances, sauf si vous êtes vraiment cinéphile, que vous n'ayez jamais vu ce film, mais je vous le conseille vraiment. C'est simplement l'idée de parler des stéréotypes reçus sur les femmes. Hein. Quand on dit une femme est une femme, ça veut dire que ben, pour une femme donnée, elle ressemble toujours au stéréotype de la femme. C'est de la même manière qu'on va dire, pas moi, ben, un père qui va faire quelque chose pour son enfant parce que voilà, un père est un père, hein, il est obligé de faire ça. Voilà. Ce n'est pas tautologique, ça dit quelque chose. Bon. Mais ça, c'est quand on est sur le point de vue linguistique. Quand on est du point de vue logique, on fait vraiment la différence. Donc on se rend compte que, et c'est très bizarre finalement, hein, mais ce sont des choses qui ont l'air évidentes, mais qui sont quand même bizarres. Quand vous passez de Spider-Man et Spider-Man à Peter Parker et Spider-Man, vous allez me dire, ben, ouais, mais comme ça veut dire la même chose, comme ça a la même dénotation, ça devrait être la même chose. Quand je passe de Spider-Man et Spider-Man à Peter Parker et Spider-Man, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé Spider-Man par Peter Parker. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ben, que quand on remplace une expression par une autre qui a la même dénotation, ça reste vrai. D'accord? Donc, certes, Spider-Man et Spider-Man est vrai, Peter Parker et Spider-Man est vrai. Mais vous voyez bien que la deuxième expression, enfin qui est la troisième ici, Peter Parker et Spider-Man, n'a pas du tout la même signification. Parce que, évidemment, que c'est informatif, ça révèle quelque chose. Hein. Si je comprends que Peter Parker, en fait, c'est lui, Spider-Man, ben je comprends que celui qui est sous le déguisement, c'est effectivement ce Peter Parker. Alors que si je dis Spider-Man et Spider-Man ou Peter Parker et Peter Parker, je ne dis rien d'informatif, je dis une pure et simple tautologie. Hein. Donc, alors, je suis bien conscient que ce genre de raisonnement a l'air de tourner autour, de basculer. Je pense que certains d'entre vous, soit vous avez bien compris, soit vous dites « mais je ne comprends pas, tout ça est totalement évident, bien sûr que Spider-Man et Spider-Man, etc. » Donc le raisonnement, c'est de partir, par exemple, peu importe, hein, soit de Peter Parker et Peter Parker, soit de Spider-Man et Spider-Man, de constater que la substitution salva veritate ici, certes, ne change pas la valeur de vérité, du point de vue de la dénotation, je dis toujours quelque chose qui est vrai, hein, dans les deux cas, sauf que, du point de vue de la signification, je dis quelque chose qui a une signification différente. Hein. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça aurait pu être le cas que ce ne soit pas Peter Parker, Spider-Man. Donc il y a des situations dans lesquelles ça, ce serait faux. Alors que Peter Parker et Peter Parker, c'est toujours vrai, par définition, en quelque sorte. Hein. C'est un principe logique. Bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le sens d'une expression, c'est ce qui nous donne accès à sa dénotation. Hein. Il y a une métaphore qu'on trouve chez Frege, qui est l'idée que le sens, c'est la lunette à travers laquelle j'atteins le référent. Donc, pour référer à la personne la personne fictionnelle, hein, qu'est Peter Parker, je vais
passer ou bien par l'expression Peter Parker ou bien par l'expression Spider-Man. Et ces deux modes d'accès aux référents ont des propriétés différentes. Et c'est ça que signifie avoir des significations différentes. Alors, pardon, là je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne comprends pas pourquoi c'est allé tout au bout. Donc je reviens à ma diapositive. Une remarque complémentaire, pour Frege, une phrase peut très bien avoir un sens, mais ne pas avoir de dénotation. Par exemple, si vous dites le plus grand nombre entier, on comprend parfaitement. Hein, on comprend, si vous savez ce que c'est qu'un nombre entier, bon, c'est-à-dire un nombre qui n'a pas de virgule, par exemple, vous comprenez le plus grand. Par exemple, le plus grand étudiant ou la plus grande étudiante de l'amphi, c'est un tel. Bon, ça, vous comprenez l'expression le plus grand, vous comprenez l'expression nombre entier, donc par compositionnalité, ce qu'on va voir plus tard, vous comprenez ce que c'est que le plus grand nombre entier. Ça a un sens, cette expression. Hein, ça a un sens. Mais ça n'a pas de référence. Puisqu'on ne peut pas dire quel est le plus grand des nombres entiers. Parce que si vous dites n'importe quel, pas moi, des milliards, etc., il suffit de faire plus 1 et il y en aura toujours un plus grand. Hein. Donc il n'y a pas de plus grand nombre entier. Donc il y a des cas où on peut avoir des expressions qui n'ont pas du tout de référence, qui ne renvoient à rien. Hein. Et ça, c'est une discussion qui a eu à une époque une grande importance en philosophie, notamment parce que ça donne un peu un critère pour savoir si des gens disent n'importe quoi, c'est-à-dire parlent de choses qui en fait ne renvoient absolument rien dans le monde, et puis ceux qui parlent de choses qui ont une réalité. Donc, on a cette expression qu'on trouve dans tous les manuels de sémantique, en particulier les manuels de sémantique formelle. Hein. Vous verrez plus tard, on va voir des manuels de sémantique linguistique. Ça, on ne le trouve pas en général dans les manuels de sémantique linguistique. En revanche, dans les manuels de sémantique formelle basés sur la logique, et donc basés sur ces théories référentielles de la signification, on trouve toujours cette expression. Connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Hein. Puisque une phrase, on a vu, sa dénotation, c'est qu'elle soit vraie ou fausse. Hein. C'est le vrai ou le faux. Donc, pour connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Je vous renvoie, si vous avez l'envie, ce n'est pas du tout obligatoire, mais si vous avez une curiosité pour approfondir un peu ces notions, à ce lien qui vous mène vers donc, un dictionnaire de sémantique, hein, qui est un dictionnaire de sémantique, évidemment, d'une sémantique très particulière, là, assez formelle, justement. Donc, vous avez, vous voyez, des notions de sémantique, et à l'intérieur de ces notions de sémantique, vous avez une rubrique sens et dénotation. Donc, et là, vous avez tout un article assez détaillé, et même la deuxième moitié de l'article est beaucoup trop technique pour ce niveau de licence, etc. Donc, c'est juste pour lire le début. Et je vais commenter rapidement avec vous le tout début du texte qui renvoie à des précautions terminologiques, parce que ça rejoint un peu ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc, vous voyez, dans l'usage courant, l'allemand Bedeutung est habituellement traduit par signification. Donc, Sinn, il n'y a pas de problème, ça se traduit par sens. Mais il y a un petit problème avec Bedeutung. Alors, on peut le traduire par signification, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment, c'est très compliqué de stabiliser l'opposition entre sens et signification. Donc, depuis la traduction de Claude Imbert, on utilise plutôt dénotation, mais on trouve aussi référence. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bedeutung, on le traduit par dénotation ou référence, et donc on a l'opposition entre sens d'un côté et puis dénotation et référence de l'autre. D'accord ? Alors ensuite, on vous explique qu'il y a parfois des auteurs qui font une différence entre référence et dénotation. Hein. Et puis le problème, c'est qu'en linguistique, on a parfois une utilisation du mot dénotation dans un tout autre sens par opposition à connotation. Donc attention, le mot dénotation, le terme technique dénotation en linguistique, il peut signifier deux choses. Il signifie quelque chose quand il est opposé à connotation, connotation-dénotation. Je ne vais pas
en parler aujourd'hui, mais le sens qu'on utilise, nous, c'est l'opposition entre dénotation et référence. Et en fait, c'est le même mot, mais il a été, engagé dans des discussions théoriques différentes. Et en fait, ce même terme signifie deux choses totalement différentes. Hein. Donc faites attention, parce que parfois, vous allez trouver des notations, mais ce n'est pas des notations au sens où je l'entends ici, par opposition à référence. Alors, l'article indique que l'opposition entre dénotation et référence, en gros, pour vous dire, mais je ne vais pas approfondir de toute façon, c'est la différence entre un référent stable qui est toujours le même et puis un référent qui peut varier, selon que je dis cette chaise, ou alors le mot chaise, en général, il a une dénotation qui ne change pas, c'est toujours le même type d'objet qu'on désigne par chaise. En revanche, si je dis cette chaise, ma chaise, etc., là, la référence peut changer un peu. Bon, c'est sur ce contraste-là que certains auteurs essayent de stabiliser une distinction entre dénotation et référence. Mais encore une fois, cette distinction, elle n'est absolument pas stabilisée. Ce qui est stabilisé, c'est, je répète, je suis désolé, je me répète un peu, mais bon, ce qui est stabilisé, c'est l'opposition entre sens d'une part et référence et dénotation d'autre part. Donc, référence dénotation, c'est l'objet désigné par l'expression, et le sens, c'est l'expression, le sens de l'expression elle-même. Et puis ce qui est stabilisé aussi, c'est l'opposition entre dénotation-connotation. Mais ça, pour l'instant, c'est hors sujet sur la discussion qu'on a. Hein. Mais sinon, le reste, c'est très instable, hein, par exemple. Voilà, alors le problème, c'est qu'il renvoie à un article référence qui n'a pas encore été rédigé. Donc celui-là, on ne l'a pas pour l'instant. Voilà. Alors, je reviens donc à ma problématique. Qu'est-ce que ça voudrait dire à ce moment-là, ne pas comprendre une phrase? Si je dis que connaître le sens d'une phrase, ou comprendre le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Alors, dans certains cas, la phrase peut ne pas avoir de condition de vérité. Alors, je vous donne un exemple, là, ce n'est pas moi qui ai inventé cet exemple, peut-être que certains d'entre vous, si vous avez fait un peu de philo, connaissent, hein, c'est une phrase qu'on trouve dans 10 000 livres, articles, etc. L'actuel roi de France est chauve, je ne me souviens plus d'ailleurs de qui l'a prise comme exemple à l'origine, mais en philosophie du langage, c'est souvent comme ça, on prend un ou deux exemples qui circulent de génération en génération, qui est commenté, surcommenté, etc. Bon. Là, l'actuel roi de France est chauve. C'est quoi le problème? C'est que quand je dis ça maintenant, il n'y a pas d'actuel roi de France. Hein. Donc l'expression l'actuel roi de France n'a pas de dénotation. Donc à partir du moment où l'expression n'a pas de dénotation, eh bien la phrase ne peut pas être dite ni vraie ni fausse, hein, puisque je parle de quelque chose qui n'existe pas et qui ne peut pas être dit chauve ou pas chauve. Donc ça n'a pas c'est une phrase dont on peut dire qu'elle n'a pas de condition de vérité. Alors ensuite, il y a la situation dans laquelle on ne peut pas juger si la phrase a ou non des conditions de vérité. Là, on peut, parce que je veux dire, à moins d'être très ignorant, on sait qu'il n'y a pas du tout de roi de France. Mais si on vous donne un terme très technique, enfin des phrases avec des expressions très techniques, du genre des expressions médicales, 3 patients ont été traités par ostéotomie transpédiculaire pour une kyphose post-vertéroplastie, ou 3 patients ont été traités par cryotomie rétroangulaire pour une... Bon, voilà, vous avez l'impression que ce sont deux expressions, peut-être ça veut dire quelque chose pour les médecins, mais pour vous, ça ne veut rien dire. En fait, vous ne pouvez même pas faire la différence entre, en fait, la première phrase, je l'ai copiée d'un, je ne sais plus d'où d'ailleurs, d'un manuel technique de médecine, mais la deuxième, j'ai complètement inventé en mettant des mots qui ne veulent rien dire, etc., mais on ne voit même pas la différence. Hein. Donc là, on voit bien que la difficulté ici, c'est de savoir si il est possible d'avoir les connaissances permettant de juger si la phrase va être vraie ou fausse. Je fais allusion plutôt ici à des situations un peu particulières. Peut-être que vous avez entendu parler de l'affaire Sokal il y a quand même pas mal d'années maintenant, Sokal et Bricmont. C'est une affaire qui a fait grand bruit dans les communautés intellectuelles il y a quelque temps, où en fait
des auteurs avaient envoyé un texte très alambiqué, soi-disant constructionniste, un texte de philo très très compliqué, à une revue qui a publié ce texte. Or, les auteurs de cette revue ont fait exprès d'écrire un truc qui ne veut absolument rien dire, mais avec des mots ronflants, etc., etc., mais le truc voulait absolument rien dire. Et en fait, ils ont dénoncé un petit peu ce procédé consistant à dire que des auteurs, enfin je veux dire, parce que vous savez, quand on publie dans les revues scientifiques, alors évidemment, aujourd'hui, on peut publier n'importe quoi via les réseaux sociaux, mais dans les revues scientifiques, en principe, il y a des comités de lecture et il y a toujours, rien n'est publié sans qu'il y ait d'une part deux experts qui donnent un avis, favorable, défavorable, qui donnent des corrections, tout ça, puis ensuite il y a le comité de lecture qui regarde les avis des experts et qui décide ou non de publier. Bon. Donc c'était pour montrer la défaillance du dispositif, qui est quand même ce qu'on a de mieux, hein, pour essayer d'atteindre des choses qui ne soient pas tout à fait n'importe quoi, qui ne soient pas complètement fausses, mais malgré tout, hein, il y a des sortes d'idéologies qui font que parfois des textes qui ne signifient absolument rien eh bien, peuvent être publiés. Donc, quand on est lecteur, on peut se trouver face à des situations comme ça. Hein. Dans certains cas, vous avez des textes qui, en fait, sont produits par des genres d'usurpateurs qui, en fait, si vous regardez bien, ne veulent rien dire, qui sont absurdes. Et puis d'autres qui sont compliqués, que vous ne comprenez pas, mais qui sont compliqués avec un véritable sens, qu'il est possible de construire, d'élaborer, et même souvent, la plupart du temps, quand c'est compliqué, il y a plusieurs sens possibles. Comment fait-on la différence entre des textes qui n'ont aucun sens et des textes qui sont compliqués, dont on ne comprend pas de prime abord, mais qui finalement ont quand même véritablement une signification? Ça, c'est un véritable problème et il n'y a pas de formule magique pour ça. Il faut juste avoir suffisamment de connaissances pour être certain que dans le domaine de connaissances ciblé par le texte en question, ben, on sait que ça ne veut rien dire ou que ça veut dire quelque chose. Mais ça reste une question très importante et cette question de savoir ce que s'il y a une part de vérité ou tout au moins de dénotation possible dans les textes, c'est devenu très important aujourd'hui parce que, comme vous le savez, on est dans une époque post-vérité hein, où n'importe qui peut dire n'importe quoi et l'accès à la vérité est devenu extrêmement difficile. Alors, sinon, il y a aussi les cas où vous n'avez pas, des cas moins tordus, où vous n'avez simplement pas les connaissances. Donc, si je vous dis, par exemple, la capitale du Botswana est Molépolol. Bon, vous allez me dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que ça a une valeur de vérité? Il y a quand même cette idée qu'il faut que vous ayez une connaissance du monde pour être capable. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est oui, ça n'a pas aucun sens. Hein. Ce n'est pas comme cette phrase-là, 3 patients ont été traités par cryotomie, tout ça. Ça, à la limite, vous pouvez vous dire, mais je ne sais même pas si cette phrase, elle renvoie à des trucs. Bon. Là, dans cet exemple, la capitale du Botswana est Molépole. Vous pouvez vous dire juste, je connais la procédure pour vérifier. Hein. Je veux dire, je vais aller voir sur Wikipédia ou je ne sais quoi. Et puis, si vous allez voir, vous allez vérifier que le Botswana, sa capitale, c'est Gaborone. Bon. Mais cette ville que j'ai mentionnée, la Molépolol, c'est une ville du Botswana aussi, hein, mais ce n'est pas la capitale. Bien. Là, vous voyez, la situation est quand même différente. Et c'est pour cette raison que c'est utile d'avoir une formule un peu plus précise, disant à peu près la même chose que la précédente, mais de manière plus précise, de Frege. Connaître le sens d'une phrase, c'est, si on connaît les circonstances, c'est-à-dire l'état du monde ou le modèle auquel s'applique cette phrase, être capable de juger si la phrase est vraie ou fausse. Donc, c'est quand même ça qui est très important. Pour savoir si une phrase est vraie ou fausse, il faut connaître l'état du monde. Hein. Mais il y a quand même une différence, à mon avis, entre savoir qu'on peut savoir et savoir qu'on peut, on pourra peut-être pas savoir. Hein. Bref,
Alors on va maintenant commencer à entrer dans le détail de l'analyse des différents plans du sens. Et puis, vous voyez, selon le plan que j'ai annoncé, on va parcourir rapidement les unités lexicales, les unités grammaticales, les phrases, les textes, etc. Puis à chaque fois, on va essayer de voir des situations dans lesquelles on ne comprend pas. Et puis, on va essayer de voir par quel processus je passe pour passer de la non-compréhension à la compréhension. Et l'idée va être que si, pour tel type d'unité, phrase, texte, mots, etc., je passe par un processus de compréhension différent pour passer de la non-compréhension à la compréhension, ben la nature du sens ne va pas être du même ordre. Alors, commençons donc par les mots lexicaux. On commence par un mot, agrammatisme. Est-ce que certaines d'entre vous ont une idée du sens de ce mot? Qu'est-ce que c'est agrammatisme? Vous pouvez faire des hypothèses, hein? Oui? Pardon? L'état d'être incapable d'écrire. Ouais. C'est pas tout à fait ça, mais il y a bien l'idée il y a bien l'idée de quelque chose qu'on ne peut pas faire. Hein. Il y a bien l'idée d'une privation de quelque chose. Oui? L'absence d'utilité? Qu'est-ce que vous voulez dire par utilité? Oui, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la grammaire. Hein? Oui, vous avez une idée? Le fait d'être incapable de conjuguer, par exemple, un verbe et de s'exprimer. Ouais, voilà, on se rapproche là. C'est l'idée. Alors, tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose, le A, là, qui est un A qu'on dit parfois privatif, hein, qui fait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire, et grammatical, qu'on est privé de certaines compétences grammaticales, en quelque sorte. Hein. Bon, donc c'est effectivement le cas. L'agrammatisme, c'est un terme technique. Hein. Là, vous voyez que vous avez pu deviner un petit peu. Et ça, c'est intéressant, parce que même si on n'est pas certain de la signification, là, je vous ai donné le mot totalement hors contexte, mais si je vous avais, là je ne l'ai pas fait, mais si j'avais mis ce mot dans une phrase, compte tenu de ce que vous pouvez déduire des composantes du mot, et avec le contexte, vous auriez pu deviner. Hein. Bon, plus précisément, bon, on ne va pas entrer dans le détail, peu importe, hein, l'agrammatisme, là je vous donne la définition telle qu'elle apparaît dans le dictionnaire des sciences du langage de Franck Neveu, qui est un de nos collègues ici à la Sorbonne, qui a fait ce dictionnaire très utile et que je vous conseille. Donc l'agrammatisme, c'est un des symptômes de l'aphasie. Hein. L'aphasie, c'est un trouble du langage qui est lié soit à un traumatisme crânien, soit à un accident vasculaire cérébral, chez quelqu'un qui possédait déjà le langage. Hein. Donc quelqu'un qui tout d'un coup ne réussit plus à parler, et selon l'endroit précis où est placée la lésion, eh bien, la personne aura soit des difficultés à s'exprimer, mais pas trop de difficultés à comprendre, soit elle aura des difficultés à comprendre, mais pas trop pour s'exprimer, soit elle aura les deux, etc. Il y a toutes sortes de types d'aphasie, c'est assez compliqué, c'est un domaine de recherche de ce qu'on appelle la neurolinguistique. Et voilà, donc ce mot, vous voyez, c'est un terme technique. Comment on fait pour trouver son sens? Soit on devine un peu avec le contexte, ce qui est, si on n'a pas un besoin technique urgent, ça peut suffire, mais sinon on va chercher dans un dictionnaire spécialisé. En l'occurrence d'un dictionnaire spécialisé. Hein. Là, je ne vous ai pas donné l'exemple avec des problèmes de dictionnaire général, s'il y a un mot, parce que, bon, mais pour des étudiants, par exemple, ou étudiants étrangers ou étrangères, il se peut que vous tombiez sur un mot en français que vous ne comprenez pas, un mot que n'importe quel francophone natif connaîtrait, et là vous allez chercher un dictionnaire non spécialisé du type Larousse, Robert, etc. Mais là, j'ai pris le cas, premier exemple, donc d'un dictionnaire spécialisé. Alors, deuxième exemple. Eotonti morumenos.
Là, est-ce que... Là, évidemment, là, c'est beaucoup plus difficile à deviner, sauf si vous savez le grec. Et manifestement, parmi vous, il n'y a pas d'étudiant qui ait appris le grec. Donc là, vous voyez, on est beaucoup plus bloqué. Et là, tout de suite, on va aller chercher dans un dictionnaire. Mais ça, ce n'est pas un mot que vous allez trouver dans le Petit Larousse ou dans le Robert. Hein. De toute façon, maintenant, plus personne ne va chercher dans les vrais dictionnaires. On tape sur Google et puis on voit ce que ça donne. Bon. Et on tombe sur quoi? Sur Wikipédia, très souvent. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Léoton Timorouménos, c'est un poème, en fait, de Baudelaire. Et le titre de ce poème, donc c'est le titre du poème, Léoton Timorouménos, ça veut dire bourreau de soi-même. Hein. C'est vraiment littéralement bourreau de soi-même en grec. Et ça reprend une pièce d'un dramaturge latin, Terence. Bon, après, il y a des détails sur ce que des auteurs récents en ont fait, mais ça nous intéresse moins. La question, c'est, si je disais seulement, voilà, Léoton Timorouménos, ça veut dire le bourreau de soi-même. Bon, est-ce que vous êtes bien avancé avec ça? Oui. Oui, oui. Et puis Timorouménos, alors on connaît Timao, je ne suis pas sûre. Timéo, vous voulez dire? Non, c'est Timao. Ah oui. Mais en tout cas, je reconnais Oui, alors vous pouvez reconnaître des éléments, oui, de grec, mais ça, il faut avoir des connaissances de grec. Simplement, ma question, là, c'est pas ça, c'est juste de dire... Alors, évidemment, vous avez peu de chances de tomber dans la presse sur ce mot, hein, ça, je vous l'avoue, mais sauf que, bon, quelqu'un, par exemple, vous pourrez très bien qualifier de quelqu'un qui a fait des erreurs et qui, les erreurs sont imputables uniquement à lui-même, on pourrait dire c'est un Léoton Timorouménos. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que juste si on vous donne une définition en disant Léoton Timorouménos, ça signifie bourreau de soi-même. Ça ne vous avancera pas si vous n'avez pas une connaissance culturelle en fait du poème de Baudelaire lui-même, hein, où c'est dans cette strophe-là, je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau. Hein. C'est là où on voit, disons, une espèce de transparence hein, du titre Léoton Timorouménos. Si vous ne connaissez pas ce poème, voire si vous ne connaissez pas, parce que là, je veux dire, le fait que ça renvoie à cette comédie à l'origine grecque et qui a été reprise ensuite par Terence, au fond, la simple équivalence de signification ne suffit pas dans ce cas-là. Hein. Il y a toute une série de connaissances culturelles qui sont associées, des sortes de références, hein, comme les enfants là, qui disent aujourd'hui non, tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas la ref. Hein. Bon, là, c'est un peu pareil. Hein, je veux dire, Léoton Timorouménos, si tu n'as pas la ref, tu ne peux pas comprendre. Alors, un troisième exemple, bon, tout à fait banal, hein, mais là, c'est un cas, c'est juste pour vous montrer des situations un peu différentes. Vous voyez, quelqu'un qui dit, j'avais trouvé ça sur un blog ou je ne sais quoi, une personne qui dit à ses parents « Je vous entends souvent dire que vous êtes fiers de vos enfants, je ne comprends pas ce mot. Hein. » Qu'est-ce qu'elle veut dire en disant « Je ne comprends pas ce mot » Ce n'est pas qu'elle ne sait pas ce que ça veut dire, fier. Hein. Quand vous lisez la suite du texte, vous comprenez que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle ne comprend pas qu'on utilise ce mot dans telle ou telle situation. Hein. Donc ça aussi, c'est une situation un peu particulière, qui renvoie au fait, en fait, à la compréhension d'un mot dans son contexte. Hein. On peut comprendre un mot au sens de savoir sa définition, mais dans un emploi déterminé, voilà, c'est plus ou moins de mauvaise foi si on veut, mais dans un emploi déterminé, on peut se trouver dans une situation où le contexte fait que le sens du mot qu'on connaît habituellement ne fonctionne pas. Alors là, du coup, ça nous renvoie quand même, non plus au sens du mot tout seul,
mais au sens plus large de la phrase ou du texte. Enfin, avant-dernier exemple, un exemple encore un peu différent de technique, c'est quoi une pince Becquerel? Une pince Becquerel. Alors voilà, je vous montre toutes sortes d'outils. Est-ce que quelqu'un parmi vous est capable de me dire lequel de ces outils est la pince Becquerel? Bon, quand vous regardez des définitions, vous tombez sur des choses de ce genre-là. La pince Becquerel est un outil à main. C'est une pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente. Elle est munie d'une articulation réglable qui permet d'agrandir l'écartement des mâchoires. En Bretagne, parfois dénommée sauterelle, probablement en raison de sa forme. Bon, d'accord. Alors si on regarde à nouveau notre liste, qu'est-ce qui entre sous cette définition? Bon, bah, par exemple, cette pince-là, elle n'entre pas dans la définition parce qu'elle n'est pas réglable. Hein, parce que le point important, là, c'est articulation réglable. Donc, ce qui entre dans la définition, c'est ces trois choses-là. Hein, cette pince-là et cette pince-là. Mais en fait, sur les trois, il y en a qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à cette dénomination pince Becquerel. Quand vous regardez une autre définition, celle de Wikipédia, pince multiprise ou pince multiple, également appelée pince Becquerel, est un outil à main, pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente. Elle est munie d'une articulation réglable, etc. Bon, alors, est-ce que sur les trois, là, certains savent laquelle c'est la pince Becquerel, ou lesquelles? Bon, la bonne, c'est celle-là. Hein. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec cet exemple? Eh bien, que dans certains cas, une image est beaucoup plus efficace pour comprendre qu'une expression linguistique. Vous voyez, décrire ce qu'est la pince Becquerel, c'est beaucoup moins pratique pour la retrouver, pour la repérer, pour catégoriser l'objet, qu'une image. Bon, c'est un cas un peu particulier. Alors, maintenant, dernier exemple, le terme de populisme. Alors, depuis quelques années, à peu près toujours à cette période, vous voyez, j'ai commencé en 2017, je regarde un peu sur populisme dans Google Actualité, combien il y a d'occurrences. C'est très approximatif, mais vous voyez, en 2017, il y avait 93 000 résultats, 2018, 155 000, 2019, 228 000, et puis là, ça baisse un peu, 2020, 180 000, là, ça remonte, 199 000 en 2021, 22, 142 000, et là, ça remonte encore, 2024. Hein. Alors, donc c'est un mot, pourquoi je vous montre ces statistiques rapidement là, c'est juste pour vous montrer que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Il y a énormément de publications sur Internet qu'on trouve dans lesquelles on parle de populisme. Vous voyez, là, j'ai fait exprès, vous voyez, de prendre ce qui tenait sur ma page, là, dans les plus récents. Donc, vous voyez, il y a une semaine, les vertus du populisme originel, entretien avec Thomas Frank, complotisme et polarisation, les nouveaux piliers du populisme. États-Unis, le populisme, prolongement de la démocratie. Vous voyez, donc on parle énormément du populisme. Et ce que je veux vous dire par cet exemple, et qu'on va voir tout de suite, c'est qu'en réalité, on parle de populisme, mais toutes les personnes qui en parlent ont une conception complètement différente. En réalité, il n'y a aucune stabilité du sens de populisme, et vous trouvez des tas d'articles, des tas d'articles qui vont essayer de définir le populisme, mais ces définitions sont loin d'être consensuelles. Et là, je ne vous ai pas mis, pour gagner du temps, les définitions du dictionnaire, mais vous n'aurez aucun recours, quand vous allez voir dans un dictionnaire, vous n'aurez pas la réponse à ce que va signifier populisme dans tel ou tel article de presse ou dans tel ou tel post que vous allez trouver sur le site. Hein. Vous voyez, au fait, c'est quoi un populiste? Au-delà de l'invectif, qu'est-ce que le populisme? Le populisme peut-il être un concept scientifique? On se demande ce que ça peut bien signifier. On n'est pas d'accord du tout sur la définition, et pourtant, on en parle beaucoup. Donc, il y a des cas qui sont vraiment loin d'être rares, dans lesquels on a bien une idée du sens d'un mot, mais en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition du mot.
là, cet exemple, il est vraiment massif, parce que pour certains, populisme, c'est valorisant. Hein, je suis du côté du peuple, je suis populiste, je revendique d'être populiste parce que j'aime le peuple, etc. Ce n'est pas un gros mot. Et puis pour d'autres, c'est à la limite de l'insulte. Hein. On flatte le peuple bassement en lui donnant ce qu'il veut entendre, etc. etc. Donc on est dans un cas où le même mot a des significations et des valeurs totalement opposées. Et pourtant, il est très employé. Hein. Donc là, c'est quand même un cas vraiment où on a une instabilité sémantique, où on a une polysémie, c'est-à-dire plusieurs sens pour le même mot, ça on reviendra plus techniquement plus tard sur la notion de polysémie, et aussi, puisque je vous ai mis des exemples d'auteurs spécialisés, on est dans une situation dans laquelle on a quelque chose comme une division du travail linguistique, c'est ce qu'un philosophe américain, Hilary Putnam, appelle donc division du travail linguistique, qui est l'idée que, en fait, dans les pratiques ordinaires du langage, il y a beaucoup de mots qu'on utilise sans avoir une idée très très précise de leur signification, mais on sait qu'il y a des experts qui, eux, savent réellement ce que ça veut dire, et si on a besoin, on va aller recourir aux paroles des experts pour avoir une définition, une caractérisation plus précise du mot. Hein. C'est ce qui s'appelle ici la déférence sémantique, c'est-à-dire je me fie à un expert pour avoir accès à une signification plus précise. Mais il y a cette division du travail où, au fond, certes, il y a des experts qui vont regarder les choses de manière très très précise, sur le sens des mots, alors ça peut être des journalistes, des universitaires, des intellectuels de toutes sortes, et puis les personnes ordinaires, qui peuvent être aussi les intellectuels, etc., donc quand ils ne parlent pas de leur domaine de spécialité, qui vont utiliser les mots dans un sens vraiment approximatif. Hein. Alors ça, cette notion de division du travail linguistique, ça vient d'un article de Putnam, donc je vous le disais, Hilary Putnam. Je ne sais pas, il y a peut-être une traduction en français, hein, sans doute, mais je n'ai pas cherché. Pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse, vous cliquez sur ce lien et vous accédez, ça vous télécharge l'article original. C'est un article évidemment tout à fait intéressant qui va bien au-delà de ce qu'on va voir dans le cours, mais si vous avez la curiosité de savoir un peu ce que c'est que cette distinction entre les experts, les non-experts, et puis la notion de déférence sémantique, c'est une notion importante. Alors, cette idée qu'on va se reporter vers des experts, évidemment, aujourd'hui, il y a une telle confusion, si vous voulez, dans les esprits et dans le rapport de la parole à la vérité que ce que pouvait dire tranquillement Putnam dans les années 70, on va faire confiance aux experts. Aujourd'hui, qui oserait dire ça, hein? Je veux dire, parce que même les experts sont mis en cause comme étant disons, simplement des vecteurs d'un pouvoir qui, de toute façon, veut faire passer des idées en priorité, etc. Donc, on est dans des situations, encore une fois, assez compliquées, mais je ferme la parenthèse, ce n'est pas notre sujet. Alors, si on veut faire un petit bilan de ce qu'on vient de voir là sur la signification d'un mot, le cas de base, hein, qui est vraiment le cas paradigmatique, le cas le plus important, c'est la situation dans laquelle on surmonte la non-compréhension par un dictionnaire. C'est quand même ça. Alors quand je dis un dictionnaire, c'est au sens large, c'est-à-dire on va faire une requête sur un logiciel quelconque, on va chercher sur Google, voilà, et puis on va trouver une référence. Alors on va trouver une définition. Hein. Et c'est ça, pour un mot lexical, la difficulté de compréhension d'un mot lexical, c'est ça le principe de base. Alors parfois, le dictionnaire ne suffit pas, parce que d'abord le mot n'est pas dans le dictionnaire, hein, et alors là c'est difficile de trouver un dictionnaire spécialisé dans lequel vous allez trouver Eo tonti morumenos, et puis donc ça renvoie à des références culturelles qui ne sont pas toujours explicites. Donc, mais en revanche, on a vu quand même que dans l'article Wikipédia, maintenant évidemment, c'est pas, quand je parle là des dictionnaires, c'est au sens Larousse, Robert, etc. Quoique peut-être dans le Petit Robert des noms propres, on trouverait Eo tonti morumenos avec un renvoi au poème de Baudelaire, ça je n'ai pas vérifié. Mais enfin, les moyens informatiques dont on dispose aujourd'hui et depuis un certain nombre d'années nous permettent finalement d'accéder au contexte culturel
assez facilement. Mais c'est une chose de lire dans la notice Wikipédia que ça vient d'un poème de Baudelaire, et c'est une autre chose d'ensuite lire le poème de Baudelaire pour savoir ce que Baudelaire avait en tête quand il parlait de Deotonti Moroumenos. Ce qui évidemment est très différent. Alors peut-être que plus tard dans le cours, je reviendrai sur cet exemple, ce poème, et je le commenterai un petit peu. Alors, bon, on l'a vu, parfois, la compréhension, ce n'est pas tellement sur le sens du mot lui-même, mais sur l'usage du mot. Parfois, c'est l'image qui est plus efficace qu'une définition. Et puis, parfois, les difficultés de compréhension, qu'est-ce que tu veux dire exactement par populisme? Ça vient du fait que le mot est très instable sémantiquement et qu'il peut avoir toutes sortes de significations, il peut être pris en charge dans des discours de type différents, voire avec des significations totalement opposées. Voilà, donc là, on a parcouru l'ensemble donc les principales, si vous voulez, les principales situations dans lesquelles on ne comprend pas un mot lexical et comment on surmonte ces difficultés. Bon, donc la semaine prochaine, on va voir avec un mot grammatical comment ça marche. Hein, et vous allez constater, mais vous devez vous en douter, que ça ne marche absolument pas de la même façon. Mais je ne vais pas vous spoiler pour cette semaine et je garde ce suspense intolérable pour la semaine prochaine. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.